J'ai reçu un appel paniqué du pasteur Williams de l'église Saint-Marie à 23h30 un mardi soir. Mon fils de 6 ans, Tommy, avait été retrouvé seul devant les portes de l'église, serrant une note froissée qui disait « Luc doit apprendre sa place dans cette famille ». Mes mains tremblaient alors que je réalisais que mes propres parents avaient abandonné mon enfant dans le froid parce que j'avais refusé de donner à mon frère, leur enfant chéri, 35 000 $ pour une autre entreprise ratée. C'était la guerre. 3 semaines plus tôt, je pensais me rendre à un dîner dominical normal chez mes parents dans la banlieue de Denver. Tommy sautillait à côté de moi alors que nous montions les marches familières du porche, excité de voir ses grands-parents et son oncle Jake. L'odeur du rôti de ma mère Patricia emplissait l'air lorsque nous sommes entrés dans la salle à manger où tout le monde était déjà assis. Mon père, Robert, s'est levé pour serrer Tommy dans ses bras, son visage buriné s'ouvrant sur le sourire sincère qu'il réservait à son petit-fils. Mon frère aîné, Jake, était assis à sa place habituelle, l'air inhabituellement sérieux pour un dîner de famille. À 30 ans, Jake se comportait toujours avec l'assurance du quarterback de lycée qu'il avait été autrefois, bien que les années aient adouci sa carrure athlétique. Luc, timing parfait, a dit ma mère, lissant ses cheveux grisonnants alors qu'elle nous faisait signe de nous asseoir. Nous avons quelque chose d'important à discuter en famille. Tommy a grimpé sur sa chaise, bavardant de sa semaine à l'école. Pendant que je l'aidais à s'installer, j'ai remarqué que les adultes échangeaient des regards au-dessus de sa tête et un nœud s'est formé dans mon estomac. Les réunions de famille chez mes parents signifiaient rarement de bonnes nouvelles. Jake s'est éclairci la gorge et s'est lancé dans son annonce. J'ai besoin de 35 000 $ pour sauver Copper Mountain Brewing de la faillite. Les investisseurs se retirent et je dois couvrir les prêts d'équipement où je perds tout. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du fredonnement calme de Tommy alors qu'il arrangeait sa serviette. J'avais entendu parler des difficultés de la brasserie artisanale de Jake par les potins familiaux, mais je n'avais pas réalisé que la situation était aussi grave. Jake avait toujours été le rêveur de notre famille, sautant d'une idée d'entreprise à l'autre avec un enthousiasme contagieux, mais peu de suivi. C'est là que tu interviens, Luc, a dit mon père, son ton suggérant que c'était une conclusion inévitable. Tu t'en sors bien avec ton travail d'ingénieur logiciel et la famille est de la famille. J'ai posé ma fourchette, mon appétit disparaissant. Jake, je suis désolé d'apprendre les problèmes de l'entreprise, mais 35 000 $, c'est une somme énorme. J'économise pour le fonds universitaire de Tommy et un acompte sur notre première maison. Nous louons cet appartement depuis 3 ans maintenant. L'expression de Jake s'est durcie. Allez, Luc. Tu gagnes bien ta vie, et ce n'est pas comme si tu avais encore une femme à charge. Cette brasserie pourrait être énorme si je peux juste passer cette mauvaise passe. La mention de la mère de Tommy a piqué. Sarah nous avait quittés quand Tommy avait 3 ans, décidant que la maternité célibataire n'était pas la vie qu'elle avait envisagée. J'avais été à la fois mère et père pour Tommy depuis lors. Travaillant à temps plein tout en gérant les sorties d'école, les histoires du soir et les matchs de football du week-end. Il ne s'agit pas de savoir si je peux me le permettre, Jake. Il s'agit de responsabilité financière et de planification pour l'avenir de Tommy. Ma mère s'est penchée en avant, sa voix prenant le ton persuasif qu'elle avait utilisé tout au long de notre enfance. Luc, chéri, tu sais combien nous avons sacrifié pour te payer tes études. Ton père a fait des doubles quarts à l'usine pour que tu puisses obtenir ce diplôme en informatique sans prêt étudiant. Jake est allé directement travailler pour aider à soutenir la famille. Cette version de l'histoire m'a toujours irrité. Jake avait choisi de ne pas aller à l'université parce qu'il voulait gagner de l'argent immédiatement. Il avait travaillé dans la construction pendant 2 ans avant de commencer sa série d'entreprises ratées, et mes parents avaient couvert ses frais de subsistance pendant la majeure partie de ce temps. J'apprécie tout ce que toi et papa avez fait pour mon éducation, ai-je dit prudemment. Mais cela ne crée pas une dette que je dois personnellement à Jake. Jake a claqué sa main sur la table, faisant sursauter Tommy qui a levé les yeux avec de grands yeux. C'est exactement de ça que je parle. Depuis que tu as eu ton diplôme chic et ton beau travail, tu penses que tu vaux mieux que nous tous. Tu vis dans ta petite bulle avec ta vie parfaite pendant que ton frère lutte. Oncle Jake, pourquoi tu cries ? A demandé Tommy de sa petite voix. La question a plané dans l'air, soulignant l'absurdité de se disputer pour de l'argent devant un enfant de 6 ans qui voulait juste profiter du dîner avec sa famille. J'ai tendu la main et serré celle de Tommy pour le rassurer. Désolé, mon grand, a dit Jake, sa voix s'adoucissant légèrement. Oncle Jake a juste une conversation d'adulte avec papa. Mais mes parents n'étaient pas prêts à laisser tomber le sujet.
Mon père s'est adossé à sa chaise, m'étudiant avec déception. Luc, nous avons déjà promis à Jake que nous l'aiderions à obtenir cet argent. Nous planifions cette conversation depuis des semaines, et franchement, nous attendions mieux de toi. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Il planifiait cette intervention depuis des semaines, recherchant mes finances et faisant des promesses à Jake sans me consulter. Tout ce dîner avait été un piège depuis le début. Vous avez fait des recherches sur mon salaire, ai-je demandé, sentant mon visage rougir de colère et d'embarras. Nous savons que tu gagnes 75 000 par an plus les bonus, a dit ma mère d'un ton neutre. Nous savons que tu as économisé agressivement depuis le départ de Sarah. 35 000 $ ne te mettraient pas en difficulté financière. Tommy regardait maintenant les adultes à tour de rôle. Sentant la tension, même s'il ne pouvait pas comprendre les détails, j'ai réalisé que mes parents avaient planifié cette embuscade pour un impact émotionnel maximal, incluant mon fils, dans une situation où dire non semblerait égoïste et cruel. Le montant que je gagne ou économise n'est pas la question, ai-je dit, essayant de garder ma voix égale pour le bien de Tommy. Je planifie notre avenir, les urgences, l'éducation de Tommy. Je ne peux pas simplement remettre une telle somme d'argent sans aucune garantie ou plan de remboursement. Jake ri amèrement. Des garanties? Je suis ton frère, pas un étranger demandant un prêt. Il s'agit de loyauté familiale, quelque chose que tu sembles avoir oublié depuis que tu as déménagé et commencé ta vie indépendante. L'accusation a piqué parce qu'elle contenait un grain de vérité que Jake exploitait. Je m'étais éloigné des rassemblements familiaux au cours de l'année écoulée. En partie à cause de l'emploi du temps chargé de Tommy, mais aussi parce que chaque visite semblait impliquer une sorte de drame ou de demande d'aide. Jake avait emprunté de l'argent à nos parents au moins 4 fois au cours des 5 dernières années, et rien n'avait jamais été remboursé. Je n'ai pas oublié la famille, ai-je dit. Mais je dois aussi penser aux besoins de Tommy en premier. Je suis son père et je dois prendre des décisions responsables concernant nos finances. L'expression de ma mère est devenue froide d'une manière qui me rappelait les punitions de l'enfance. Luc, tu as jusqu'à la fin du mois pour fournir à Jake l'argent dont il a besoin. Ce n'est pas une demande. C'est ce que la famille fait l'un pour l'autre. L'ultimatum a été délivré avec une telle finalité qu'il m'a coupé le souffle. J'ai regardé autour de la table les 3 adultes qui avaient clairement coordonné cette campagne de pression, utilisant mon amour pour ma famille et mon désir de maintenir des relations comme des armes contre mon jugement. Tommy a tiré sur ma manche. Papa, on peut manger maintenant? J'ai faim. Sa question innocente a brisé la tension et m'a rappelé pourquoi j'étais là. Je n'étais pas juste Luc le frère ou Luc le fils. J'étais le père de Tommy d'abord, et cette responsabilité l'emportait sur toute autre considération. Le trajet de retour depuis la maison de mes parents a été calme, à l'exception du bavardage de Tommy sur sa prochaine pièce de théâtre à l'école. Il semblait avoir déjà oublié la tension du dîner, se concentrant plutôt sur son rôle d'arbre dans la production de 2e année sur les saisons. J'enviais sa capacité à passer si facilement à autre chose après des conflits d'adultes qui n'avaient aucun sens pour lui. Cette nuit-là, après que Tommy se soit endormi, je me suis assis dans notre petit salon en pensant à la dynamique familiale qui avait conduit à ce moment. En grandissant, j'avais toujours été le fils cadet responsable, tandis que Jake était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. Jake était le quarterback du lycée qui sortait avec les plus jolies filles et avait un charisme naturel qui donnait envie aux gens de l'aider. J'étais le gamin calme qui passait ses vendredis soirs à étudier au lieu de faire la fête, gagnant les bourses académiques qui payaient l'université. Nos parents avaient toujours trouvé des excuses aux échecs de Jake et célébré mes succès comme s'ils étaient en quelque sorte moins importants. Quand Jake a écrasé sa voiture en terminale parce qu'il conduisait ivre, ils se sont concentrés sur le traumatisme de l'expérience pour lui plutôt que sur le fait qu'il aurait pu tuer quelqu'un. Quand j'ai obtenu mon diplôme de major de promotion, ils l'ont mentionné brièvement avant de se lancer dans des histoires sur les passes de toucher de Jake. Le modèle s'était poursuivi à l'âge adulte. La première entreprise de Jake était une société d'aménagement paysager qui a fermé après 6 mois quand il a réalisé à quel point le travail physique était important. Mes parents lui ont prêté 15 000 $ pour se remettre sur pied. Sa deuxième tentative était un food truck qui a échoué parce que Jake détestait les heures matinales nécessaires pour préparer les coups de feu du déjeuner. Un autre renflouement de 10 000 $ a suivi. La brasserie artisanale avait été le projet le plus ambitieux de Jake jusqu'à présent, et mes parents avaient déjà investi 20 000 $ en équipement et frais de démarrage. Ils en avaient parlé constamment au cours des 2 dernières années, traitant l'esprit d'entreprise de Jake comme admirable plutôt qu'imprudent. Pendant ce temps,
ma progression de carrière régulière et ma parentalité responsable étaient tenues pour acquises. Quand j'ai acheté à Tommy son premier vélo, lui ai appris à en faire et célébrer son accomplissement, mes parents l'ont mentionné brièvement avant de demander si j'avais entendu parler des derniers plans d'affaires de Jake. Quand j'ai gagné un prix de programmation au travail, ils m'ont félicité rapidement et ont ensuite passé 20 minutes à discuter du potentiel de Jake. Le lundi matin, je suis arrivé au travail en pensant toujours au dîner de famille. Mon collègue, Marcus, a remarqué ma distraction lors de notre réunion d'équipe matinale et s'est approché de moi par la suite. « Tu as l'air de quelqu'un dont on a écrasé le chien », a dit Marcus, s'installant sur la chaise à côté de mon bureau. « Tout va bien avec Tommy ?» Marcus était l'une des rares personnes au travail à connaître ma situation de père célibataire. Il avait vécu ses propres expériences familiales difficiles et était devenu un ami de confiance au cours des 2 dernières années. Tommy va bien. C'est ma famille le problème, ai-je dit, et je me suis retrouvé à expliquer la conversation du dîner et la demande de 35 000 $. Marcus a écouté sans interrompre, secouant parfois la tête d'incrédulité. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un moment avant de parler. Mec, ça ressemble à ma famille avant que je coupe les ponts avec eux. Ils avaient cette façon de faire tourner chaque conversation autour de ce que je leur devais au lieu de ce que nous signifions l'un pour l'autre. Tu as coupé les ponts avec ta famille? Ai-je demandé. Marcus n'avait jamais mentionné cela auparavant. Mes parents et ma sœur. Ouais. Il m'a fallu des années pour réaliser que chaque interaction visait à ce qu'ils obtiennent quelque chose de moi. Argent, soutien émotionnel, validation. Mais quand j'avais besoin d'aide, ils étaient toujours trop occupés ou trop fauchés ou trop n'importe quoi. La comparaison m'a mis mal à l'aise parce qu'elle touchait juste. Quand mes parents avaient-ils demandé pour la dernière fois des nouvelles du développement de Tommy ou de mes projets professionnels sans que cela mène à une demande d'aide pour Jake? Le truc, c'est que, a continué Marcus, il ne voit jamais ça comme de la manipulation. Il croit sincèrement que la famille signifie un accès illimité à tes ressources. Il pense que les limites sont égoïstes. Tout au long de cette semaine, j'ai reçu des appels quotidiens de ma mère. L'appel de lundi portait sur la loyauté familiale et à quel point elle était déçue de mon égoïsme. Mardi s'est concentré sur le niveau de stress de Jake et à quel point l'entreprise comptait pour lui. Mercredi a évoqué ma défunte grand-mère et comment elle aurait honte de mon comportement. Ta grand-mère Rose disait toujours que la famille passait en premier, a dit ma mère lors de l'appel de jeudi. Elle a tout sacrifié pour ses enfants et elle attendait la même chose d'eux. Tu brises une tradition familiale de prendre soin les uns des autres. L'invocation de la mémoire de ma grand-mère était particulièrement manipulatrice car elle était morte quand j'avais 12 ans et ma mère parlait essentiellement pour les morts. Je me souvenais de ma grand-mère comme d'une femme gentille qui faisait des biscuits et racontait des histoires, pas comme quelqu'un qui exigeait des sacrifices financiers de ses petits-enfants. L'appel de vendredi a été le plus révélateur. Le ton de ma mère était différent, plus désespéré qu'en colère. Luc, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Jake vit dans notre sous-sol depuis 6 mois. Sa petite amie l'a mis à la porte parce qu'il ne pouvait pas payer sa part du loyer. Il a 30 ans et dort dans sa chambre d'enfant. Nous couvrons ses paiements de carte de crédit et son assurance voiture tout ce temps. Cette information m'a frappé comme un coup physique. Jake se présentait comme un entrepreneur en difficulté alors qu'il était en fait un homme de 30 ans vivant chez ses parents et incapable de couvrir ses dépenses de base. Pourquoi personne ne me l'a dit avant, ai-je demandé. Parce que Jake était embarrassé et nous pensions que la brasserie redresserait la situation. Mais Luc, nous ne pouvons pas continuer à le soutenir éternellement. Nous approchons de la retraite et nos économies s'épuisent. La vérité émergeait enfin. Il ne s'agissait pas seulement des rêves d'entreprise de Jake. Il s'agissait de l'incapacité de mes parents à continuer de permettre son irresponsabilité financière. Et ils voulaient que je reprenne ce fardeau. Donc, vous voulez que je donne 35 000 $ à Jake pour que vous n'ayez plus à le soutenir. Nous voulons que tu aides ton frère à réussir pour qu'il puisse devenir indépendant et cesser d'avoir besoin de notre aide. La logique était circulaire et imparfaite. Donner 35 000 $ à Jake ne lui apprendrait pas la responsabilité financière ou l'indépendance. Cela transférerait simplement sa dépendance de nos parents à moi. Ce soir-là, j'ai assis Tommy pour l'une de nos conversations régulières du coucher. À 6 ans, il était trop jeune pour comprendre les complexités adultes, mais je voulais qu'il sache que notre famille était stable, peu importe ce qui se passait avec ses grands-parents. Tommy, tu sais combien papa t'aime, n'est-ce pas? Oui, papa. Tu me le dis tous les jours.
Et tu sais que nous aurons toujours une maison sûre et tout ce dont nous avons besoin. Tommy a hoché la tête solennellement, sentant que c'était une conversation importante, même s'il ne pouvait pas saisir tous les détails. Parfois, les adultes ne sont pas d'accord sur des choses, comme grand-mère et grand-père et oncle Jack. Mais cela ne change pas combien papa t'aime ou à quel point notre famille est en sécurité. Es-tu triste parce qu'oncle Jack criait au dîner? Sa perspicacité m'a surpris. J'avais pensé qu'il était trop concentré sur sa nourriture pour remarquer les courants sous-jacents de tension. Un petit peu, mon grand, mais je ne suis pas inquiet parce que je sais ce qui est le mieux pour notre famille et je vais prendre de bonnes décisions pour prendre soin de nous. Tommy m'a serré fort, et j'ai réalisé que cette conversation était autant pour mon bénéfice que pour le sien. J'avais besoin de me rappeler que mon obligation première était envers ce petit garçon qui me faisait entièrement confiance pour le protéger et subvenir à ses besoins. À la fin de la semaine, j'avais pris ma décision, mais je voulais gérer cela correctement. J'ai appelé mes parents et demandé une réunion de famille pour discuter de la situation comme des adultes. Nous avons convenu de nous rencontrer le samedi après-midi pendant que Tommy était chez son ami Marcus pour jouer. Je suis arrivé chez mes parents avec une proposition écrite que j'avais passé des heures à préparer. Je voulais aborder cela professionnellement plutôt qu'émotionnellement, espérant qu'une réponse structurée pourrait les atteindre. Mes parents et Jake attendaient dans le salon, et l'atmosphère était tendue dès mon entrée. Jake était étalé dans le fauteuil inclinable qui était sa place désignée depuis le lycée, tandis que mes parents étaient assis raidement sur le canapé. J'ai réfléchi à notre conversation toute la semaine, ai-je commencé en prenant place en face d'eux. Je veux aider Jake, mais je pense que nous devons aborder cela différemment. Jake a immédiatement eu l'air méfiant. Voilà la leçon sur la responsabilité fiscale. En fait, je veux t'aider à réussir, mais d'une manière qui te prépare à une stabilité à long terme plutôt que de simplement résoudre la crise immédiate. J'ai sorti ma proposition écrite et commencé à lire. Je suis prêt à fournir $5 000 sous forme de prêt avec un accord écrit et un calendrier de remboursement. Je suis également prêt à t'aider à développer un plan d'affaires qui aborde les problèmes sous-jacents qui ont conduit à cette crise financière. Mon père m'a interrompu avant que je puisse continuer. $5 000. Luc, nous t'avons dit que Jake a besoin de $35 000. Je comprends que c'est ce que vous m'avez dit, mais j'ai fait des recherches sur le financement des petites entreprises. Si la brasserie vaut la peine d'être sauvée, il devrait y avoir d'autres options disponibles. Banque, investisseurs, même le financement participatif. Je peux aider Jake à explorer ces alternatives. Jake a ri amèrement. Tu penses que je n'ai pas essayé ça? Tu penses que je suis une sorte d'idiot qui n'a pas envisagé le financement commercial normal? Je ne pense pas que tu sois un idiot, Jake. Je pense que tu es dépassé et que tu cherches la solution la plus facile au lieu de la meilleure solution. La solution la plus facile? La voix de Jake s'est élevée. Tu penses que supplier mon petit frère pour de l'argent est facile? Tu penses qu'admettre que mon entreprise échoue est facile? Ma mère s'est penchée en avant, son expression se durcissant. Luc, tu passes à côté de l'essentiel. Il ne s'agit pas de prêts commerciaux ou de calendrier de remboursement. Il s'agit de la famille qui prend soin de la famille quand quelqu'un est en difficulté. J'essaie de prendre soin de la famille, ai-je dit. J'essaie d'aider Jake d'une manière qui l'aide réellement au lieu de simplement permettre les mêmes schémas qui l'ont mis dans cette situation. Le mot « permettre » a plané dans l'air comme une bombe. Je n'avais pas l'intention d'utiliser un terme aussi clinique, mais il décrivait avec précision ce que je voyais. Le visage de mon père a rougi. Permettre? C'est comme ça que tu appelles aider notre fils quand il lutte? Papa? J'ai qu'à 30 ans. Il vit dans votre sous-sol. Vous payez ses factures et maintenant vous voulez que je remette $35 000 sans aucune responsabilité ou plan sur la façon dont les choses seront différentes à l'avenir. Jake s'est levé brusquement, ses mains serrées en poing. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Tu as eu de la chance avec ton petit boulot d'informatique, et maintenant tu penses comprendre les affaires et le succès. Ce n'est pas une question de chance, Jake. Il s'agit de prendre des décisions cohérentes et responsables au fil du temps. Décisions responsables, a répété Jake moqueusement. Comme quoi? Comme choisir le travail plutôt que la famille? Comme déménager et visiter à peine sauf si c'est un jour férié? Comme agir comme si tu valais mieux que nous autres? Les accusations ont piqué parce qu'elles contenaient assez de vérité pour être efficaces. Je m'étais éloigné des rassemblements familiaux, en partie parce que chaque visite impliquait une sorte de drame ou de manipulation,
mais je n'avais pas réalisé comment mon absence était interprétée. La voix de ma mère est devenue froide et calculatrice. Luc, laisse-moi être très clair. Si tu ne fournis pas à Jake l'argent dont il a besoin dans les 48 heures, nous couperons tout contact avec toi et Tommy. La menace m'a frappé comme un coup physique. Je m'attendais à des culpabilisations et à de la manipulation émotionnelle, mais je n'avais pas anticipé une rupture complète des relations. Vous couperiez le contact avec votre petit-fils pour de l'argent? Nous couperions le contact avec un fils qui a abandonné ses obligations familiales, a dit mon père, soutenant l'ultimatum de ma mère. Nous t'avons mieux élevé que ça, Luc. Nous avons sacrifié pour ton éducation et tes opportunités. Et c'est comme ça que tu nous rembourses. En fixant des limites raisonnables sur mes finances? En choisissant l'argent plutôt que la famille, a dit ma mère. En agissant comme si les difficultés de Jake étaient de sa faute au lieu de le soutenir dans une période difficile. Jake a hoché la tête avec emphase. C'est exactement ce que je veux dire. Tu es devenu égoïste, Luc. Depuis que Sarah est partie, tu t'es replié sur toi-même et as cessé de te soucier de quiconque sauf toi et Tommy. La mention de Sarah était un coup bas, et Jake le savait. L'abandon de mon ex-femme avait été l'expérience la plus douloureuse de ma vie adulte, aggravée par le fait que cela s'était produit alors que Tommy était trop jeune pour comprendre pourquoi sa mère n'était plus là. Ne mêle pas Sarah à ça, ai-je dit, ma voix tremblant de colère. Pourquoi pas? C'est pertinent. Tu es amère depuis qu'elle est partie, et maintenant tu t'en prends à ta famille. J'ai regardé autour de la pièce les 3 adultes qui étaient censés m'aimer inconditionnellement, mais qui livraient à la place des attaques émotionnelles coordonnées conçues pour briser ma résistance. Ce n'était pas une discussion familiale. C'était une guerre psychologique. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit en me levant pour partir. Tu as 48 heures, a répété ma mère. Après ça, ne prends pas la peine de nous appeler. Je suis sorti de ma maison d'enfance avec le sentiment de laisser derrière moi plus qu'une simple maison. Je m'éloignais d'une version de la famille qui n'avait jamais été aussi saine que je voulais le croire. Cette nuit-là, après que Tommy se soit endormi, j'ai appelé Marcus et lui ai parlé de l'ultimatum. Ils ne vont pas aller jusqu'au bout, a dit Marcus immédiatement. C'est du bluff. Ils ne couperaient jamais vraiment le contact avec leur petit-fils. Je ne sais pas, ai-je dit. Ma mère avait l'air assez sérieuse. Luc, écoute-moi. Même s'ils vont jusqu'au bout, tu protèges Tommy de gens qui utilisent les relations comme des armes. Ce n'est pas une dynamique familiale saine. C'est de la manipulation toxique. Marcus avait raison. Mais la pensée que Tommy perde ses grands-parents à cause de ma décision était presque insupportable. Tommy aimait ses visites hebdomadaires et ses appels téléphoniques réguliers. Il parlait constamment de ses grands-parents et attendait avec impatience les vacances chez eux. Mais je savais aussi que céder à cette demande créerait un précédent qui affecterait le reste de ma vie. Si je remettais 35 000 $ sous la menace, quelle serait la prochaine demande? Y aurait-il toujours une crise nécessitant mon intervention financière? J'ai passé le week-end à jouer avec Tommy, à l'emmener au parquet à essayer d'agir normalement tout en luttant intérieurement avec une décision impossible. Le dimanche soir, j'ai fait mon choix. Je ne donnerai pas l'argent à Jake. Si mes parents mettaient leurs menaces à exécution, je gérerais les conséquences. Mais je n'apprendrai pas à mon fils que l'amour a un prix financier ou que les relations familiales dépendent de la satisfaction des demandes des autres. Le lundi matin est venu et reparti sans contact de mes parents. Mardi était pareil. J'ai supposé qu'il me faisait le coup du silence, mais qu'il finirait par me contacter quand il réaliserait que je n'allais pas changer d'avis. J'avais tort. Mardi s'annonçait comme une journée normale au travail quand mon téléphone a sonné à 23h30. J'étais déjà au lit, venant de finir de lire une histoire à Tommy, et j'ai failli ignorer l'appel, mais quelque chose dans l'heure tardive m'a fait décrocher. Bonjour, est-ce Luc Hamilton? La voix était inconnue, plus âgée, avec un ton gentil mais inquiet. Oui, c'est Luc. Qui est-ce? C'est le pasteur Williams de l'église Saint-Marie sur Elm Street. J'appelle parce que nous avons une situation ici impliquant un jeune garçon qui dit que vous êtes son père. Mon sang s'est glacé. Tommy? Est-ce que Tommy est là? Oui. Un petit garçon nommé Tommy a été trouvé par notre gardien du soir il y a environ 20 minutes. Il était assis seul près de nos portes d'église. Il est en sécurité, mais il a peur et demande son papa. J'étais déjà hors du lit, attrapant mes clés et mon portefeuille.
J'arrive. Est-il blessé? Pas de blessure physique, mais il est confus et à froid. Il ne portait qu'une veste légère et il fait environ 4 degrés ce soir. Il y avait une note avec lui que je pense que vous devez voir. Le trajet jusqu'à l'église Saint-Marie m'a semblé être les 15 minutes les plus longues de ma vie. Mes mains tremblaient sur le volant alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Tommy avait été au programme après l'école jusqu'à 18h et je l'avais récupéré moi-même. Nous avions dîné ensemble, fait ses devoirs, et je l'avais mis au lit à 20h30. Comment était-il à une église à l'autre bout de la ville à 23h30? Saint-Marie était dans une partie plus ancienne de Denver que je visitais rarement, à au moins 20 minutes de notre appartement. Le bâtiment de l'église était sombre à l'exception des lumières du bureau et j'ai vu le pasteur Williams attendre près de l'entrée principale. Le pasteur Williams était un homme grand et mince dans la soixantaine avec des cheveux grisonnants et des lunettes à monture métallique. Il avait l'air sincèrement inquiet en m'accueillant. « Monsieur Hamilton, merci d'être venu si vite. Où est-il? Tommy va bien? Il est à l'intérieur avec Madame Rodriguez, notre secrétaire d'église. Elle est restée tard pour aider. Suivez-moi. » J'ai trouvé Tommy assis dans un petit bureau enveloppé dans une couverture d'église et tenant une tasse de chocolat chaud. Quand il m'a vu, il a éclaté en sanglots et a couru dans mes bras. « Papa, j'avais tellement peur. Grand-mère et grand-père m'ont laissé ici et ont dit que tu devais apprendre une leçon sur la famille. » Mon cœur s'est brisé et ma rage s'est enflammée simultanément. J'ai serré Tommy fort, sentant son petit corps trembler contre le mien. « C'est bon, mon grand. Papa est là maintenant. Tu es en sécurité. » Le pasteur Williams m'a tendu un morceau de papier froissé. C'était épinglé à sa veste. J'ai lu la note avec une horreur et une incrédulité croissante. C'était écrit de la main de ma mère. Luc doit apprendre sa place dans cette famille. Il a choisi l'argent plutôt que la famille. Alors maintenant, il peut voir ce que ça fait de perdre ce qui compte le plus. C'est ce qui arrive quand tu abandonnes tes responsabilités envers ton frère. Peux-tu me dire ce qui s'est passé, fils? A demandé doucement le pasteur Williams à Tommy. Tommy a essuyé son nez et m'a regardé. Grand-mère est venue me chercher à la garderie et a dit qu'on allait manger une glace. Mais ensuite on a conduit jusqu'à cette église et elle a dit que je devais attendre ici pour papa. Elle a dit que papa devait apprendre ce que c'est d'avoir peur pour qu'il soit plus gentil avec oncle Jack. J'ai lutté pour garder ma voix calme pour le bien de Tommy, mais à l'intérieur, je vivais un niveau de rage que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ont-ils dit autre chose? Grand-père a dit qu'il reviendrait après que papa ait appelé et dit pardon d'avoir été méchant avec oncle Jack. Mais ensuite ils sont partis et j'ai eu peur parce qu'il faisait noir. Madame Rodriguez, une femme à l'air gentil dans la cinquantaine, documentait tranquillement tout ce que Tommy disait. Elle a échangé un regard significatif avec le pasteur Williams. « Monsieur Hamilton, » a dit le pasteur Williams prudemment. « Je dois demander, avez-vous une idée de pourquoi vos parents feraient une chose pareille? » J'ai expliqué la situation avec la demande d'argent de Jack et l'ultimatum de 48 heures. Me sentant malade en entendant mes propres mots. Même en le disant à haute voix, cela semblait incroyable que des grands-parents abandonnent leur petit-fils pour un différend financier. Ils ont utilisé leur statut de contact d'urgence pour récupérer Tommy à l'école. J'ai réalisé que le programme après l'école le leur aurait remis sans poser de questions. Le pasteur Williams a hoché la tête sombrement. Cela semble être un acte prémédité, pas une décision impulsive. La note suggère qu'ils ont planifié cela comme une forme de pression psychologique. Tommy s'était endormi dans mes bras pendant que nous parlions, épuisé par la peur et la confusion de la soirée. Madame Rodriguez avait contacté la police dès qu'il l'avait trouvé, et l'officier Janet Morrison est arrivé juste au moment où je me préparais à ramener Tommy à la maison. L'officier Morrison était une femme d'âge moyen avec une attitude pragmatique qui a immédiatement compris la gravité de la situation. « Monsieur Hamilton, je dois être clair sur ce qui s'est passé ici. 2 adultes ayant la garde temporaire d'un enfant mineur abandonnent délibérément cet enfant dans un endroit inconnu la nuit comme une forme de coercition contre le parent. Cela constitue une mise en danger et un abandon d'enfant. Qu'est-ce que cela signifie légalement? Cela signifie que vos parents ont commis des crimes graves ce soir. L'abandon d'enfant est un crime dans le Colorado, surtout lorsqu'il implique de laisser un enfant dans une situation potentiellement dangereuse. J'ai regardé le visage endormi de Tommy et j'ai ressenti une protection féroce qui m'a surpris par son intensité. Je veux porter plainte. Je comprends votre colère,
Monsieur Hamilton, mais je veux que vous y réfléchissiez attentivement. Porteur plainte contre des membres de la famille a des conséquences à long terme. Ils ont utilisé mon fils comme une arme dans un conflit d'adultes. Ils l'ont délibérément terrifié pour essayer de me manipuler. De quel genre de conséquences parlons-nous? L'officier Morrison a expliqué que les accusations de mise en danger d'enfants pouvaient entraîner une peine de prison, des amendes et des restrictions permanentes sur le contact avec les mineurs. Elle a pris ma déposition, photographié la note et documenté l'état et l'emplacement de Tommy. Nous devrons interroger Tommy demain quand il sera reposé. Mais ce soir, je veux que vous vous concentriez sur le fait de le ramener à la maison en toute sécurité. Le trajet de retour était calme. Tommy dormait dans son siège auto pendant que je traitais ce qui s'était passé. Mes parents n'avaient pas seulement menacé de couper le contact pour de l'argent. Ils avaient effectivement utilisé leur petit-fils comme un pion dans leur jeu de manipulation, lui causant délibérément peur et confusion pour essayer de forcer ma conformité. Quand nous sommes rentrés, j'ai porté Tommy dans sa chambre et je l'ai bordé dans son propre lit. Il a légèrement remué quand j'ai remonté ses couvertures. « Papa, est-ce que grand-mère et grand-père sont des méchants ?» La question m'a brisé le cœur parce qu'elle était si innocente et si compliquée. Ils ont fait un très mauvais choix ce soir, mon grand. Parfois, les adultes font des erreurs, même des grosses. Est-ce qu'ils vont m'emmener encore? Non, Tommy. Personne ne t'emmènera plus jamais loin de papa. Je le promets. Assis dans sa chambre à le regarder dormir, j'ai réalisé que ma décision avait été prise pour moi. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mes parents avaient franchi une ligne qui ne pourrait jamais être refranchie. Ils avaient utilisé mon enfant comme une arme, et je passerai le reste de ma vie à le protéger des gens capables de ce niveau de cruauté. Le mercredi matin a apporté une série d'appels téléphoniques qui allaient tout changer. D'abord, j'ai contacté mon employeur pour demander un congé familial d'urgence. Ma superviseure, Janet Walsh, a été compréhensive et a immédiatement approuvé le temps libre quand j'ai expliqué la situation. Luc, prends tout le temps dont tu as besoin. Les urgences familiales passent toujours en premier ici. Ensuite, j'ai appelé la détective Sarah Chen, l'officier assigné à notre dossier. La détective Chen était une spécialiste des crimes familiaux et avait traité des situations similaires impliquant l'enlèvement par des grands-parents et la mise en danger d'enfants. Monsieur Hamilton, j'ai examiné le rapport de l'officier Morrison d'hier soir, et je veux que vous compreniez que c'est une affaire criminelle grave. Vos parents ont planifié cet abandon soigneusement, utilisant leur accès à Tommy pour exécuter ce qui s'apparente à du terrorisme psychologique. Le langage clinique m'a aidé à comprendre la gravité de ce qui s'était passé. Ce n'était pas un désaccord familial qui avait dérapé. C'était un crime calculé contre un enfant. Que se passe-t-il ensuite? Nous interrogerons Tommy cet après-midi avec un psychologue pour enfants présent. Nous devrons également collecter des preuves à l'école concernant la procédure de récupération et toute vidéo de surveillance de l'église. Vos parents seront arrêtés dans les 48 heures. La pensée de l'arrestation de mes parents semblait surréaliste, mais je savais que c'était nécessaire. Ils avaient commis des crimes et il devait y avoir des conséquences. Après l'entretien avec la police, j'ai contacté l'avocat Michael Rodriguez, spécialisé en droit de la famille et en affaires criminelles impliquant des enfants. Marcus me l'avait recommandé après avoir fait des recherches sur des avocats locaux ayant de l'expérience dans des cas similaires. Le bureau de Rodriguez était au centre-ville de Denver, et il m'a rencontré le même après-midi pendant que Tommy était en séance avec le psychologue pour enfants. Monsieur Hamilton, je pratique le droit de la famille depuis 15 ans, et c'est l'un des cas les plus clairs de mise en danger d'enfants que j'ai vu. Vos parents ont documenté leur intention par écrit et ont exécuté un plan qui a mis votre fils en véritable danger. Rodriguez a expliqué que nous pouvions poursuivre à la fois des accusations criminelles et un litige civil. L'affaire criminelle serait gérée par le bureau du procureur, mais nous pouvions aussi poursuivre pour dommages émotionnels, frais de thérapie et dommages punitifs. Le but n'est pas seulement la punition, mais la protection. Nous voulons nous assurer que vos parents n'aient plus jamais l'occasion d'utiliser Tommy comme moyen de pression. Cet après-midi-là, l'entretien de Tommy avec la psychologue pour enfants, le docteur Amanda Foster, a révélé toute l'étendue du traumatisme infligé par mes parents. Le docteur Foster était une femme douce spécialisée dans le travail avec les enfants ayant subi des violences familiales ou un abandon. Tommy présente des signes de réponse au stress aigu. Le docteur Foster m'a expliqué après l'entretien qu'il avait des difficultés à dormir, souffrait d'anxiété de séparation et était confus quant à la sécurité de ses grands-parents. L'entretien a révélé des détails qui rendaient la situation encore pire.
Mes parents avaient dit à Tommy que j'avais été très méchant avec oncle Jake et que j'avais besoin d'apprendre ce que c'est que d'avoir peur et d'être seul. Il l'avait délibérément conduit dans un quartier inconnu de la ville et lui avait expliqué qu'il le laissait là pour me donner une leçon. Selon Tommy, ils avaient éteint leur téléphone portable et lui avaient dit qu'il ne répondrait pas s'il essayait de les appeler. Il voulait qu'ils se sentent vraiment abandonnés. La cruauté calculée de leur plan était stupéfiante. Ils n'avaient pas simplement laissé Tommy à l'église sur un coup de tête. Ils avaient planifié chaque détail pour maximiser sa peur et ma panique. Dès le jeudi matin, la nouvelle avait commencé à se répandre dans notre communauté. L'institutrice de Tommy, Madame Anderson, a appelé pour exprimer son soutien et offrir toute l'aide nécessaire. Elle avait remarqué la détresse de Tommy pendant le temps de cercle du matin et voulait se coordonner avec le conseiller scolaire pour fournir un soutien émotionnel supplémentaire. Monsieur Hamilton, Tommy est un garçon si doux et ce qui lui est arrivé est absolument inadmissible. Sachez que toute notre communauté scolaire est derrière vous. Notre voisine, Madame Morrison, la femme âgée qui vivait à côté, a frappé à notre porte jeudi soir avec un plat fait maison et une offre d'aide pour la garde d'enfants. Je vous regarde élever ce petit garçon depuis 3 ans maintenant, et vous êtes un père merveilleux. Ce que vos parents ont fait était mauvais, et j'espère qu'ils paieront pour cela. Le mari de Madame Morrison, Frank, était encore plus direct. Si vous avez besoin de témoins de moralité pour le tribunal, nous serons là. Nous avons vu combien vous aimez Tommy et combien vous travaillez dur pour subvenir à ses besoins. Le soutien de notre communauté était écrasant et inattendu. Des gens que je connaissais à peine tendaient la main pour offrir de l'aide, des repas et un soutien émotionnel. Cela m'a rappelé que la famille n'était pas seulement une question de lien du sang, mais de personnes qui se présentaient quand vous en aviez le plus besoin. Vendredi a apporté des nouvelles dévastatrices qui ont failli briser ma résolution. Ma tante Carole, la sœur de ma mère, a appelé pour me dire que mes parents racontaient aux membres de la famille élargie une version complètement différente des événements. Luc, j'appelle parce que j'entends des choses troublantes de la part de ta mère. Elle dit que tu réagis de manière excessive à un malentendu inoffensif et que tu utilises le système judiciaire pour te venger parce qu'il ne soutenait pas ta décision de couper les vivres à Jake. Je me sentais malade. Carole a continué, elle dit à tout le monde qu'ils avaient l'intention de revenir chercher Tommy dans l'heure, mais qu'ils se sont embrouillés sur le timing. Elle dit que tu as appelé la police avant de leur donner une chance de s'expliquer. Carole, ils ont laissé une note disant que c'était une punition pour ne pas avoir donné d'argent à Jake. Ils ont planifié cela comme une torture psychologique. Je te crois, Luc. C'est pourquoi j'appelle. Mais tu dois savoir que Jake a posté sur les réseaux sociaux disant que l'abandon n'a jamais eu lieu et que tu inventes des histoires pour blesser la famille. La réalisation que mes parents travaillaient activement à détruire ma réputation et mes relations était presque pire que l'abandon original. Ils ne montraient aucun remords ni inquiétude pour Tommy. Ils doublaient la mise et essayaient de se faire passer pour les victimes. Samedi a apporté plus de révélations lorsque la détective Chen a appelé avec des mises à jour sur leur enquête. Nous avons collecté des images de sécurité de l'école montrant vos parents récupérant Tommy à 18h15 mardi. Nous avons également une surveillance de l'église les montrant laissant Tommy seul à 23h. La chronologie prouve que ce n'était pas un malentendu rapide. Qu'en est-il de leurs affirmations selon lesquelles ils avaient l'intention de revenir rapidement? Les preuves contredisent complètement cela. Ils sont rentrés directement chez eux après avoir laissé Tommy à l'église. Les voisins ont confirmé que leur voiture était dans leur allée toute la nuit et qu'ils n'ont jamais quitté leur maison. La détective Chen a également révélé que mes parents avaient éteint leur téléphone portable immédiatement après avoir quitté l'église, tout comme Tommy l'avait rapporté. Ils voulaient que vous viviez une panique et une peur maximale avant de vous contacter. C'était de la torture psychologique, Monsieur Hamilton. L'enquête avait également mis au jour toute l'étendue de la relation financière de mes parents avec Jake. Les relevés bancaires montraient qu'ils le soutenaient financièrement depuis plus de 2 ans, couvrant non seulement ses dépenses professionnelles, mais aussi ses frais de subsistance personnels. Votre frère n'a pas eu d'emploi stable depuis 18 mois. Vos parents paient ses factures de carte de crédit, son assurance voiture, sa facture de téléphone et lui fournissent de l'argent de poche. Les 35 000 $ auraient été en plus des quelques 60 000 $ qu'ils lui ont déjà donnés. Les chiffres étaient stupéfiants. Mes parents ne permettaient pas seulement l'irresponsabilité de Jake, ils se ruinaient pour financer son style de vie tout en exigeant que je reprenne le fardeau financier. Dimanche soir, exactement une semaine après l'abandon, j'ai reçu un appel de mon oncle David, le frère de mon père. Luc, je dois m'excuser auprès de toi et Tommy.
Tes parents m'ont demandé d'appeler et de te convaincre d'abandonner les charges. Ils m'ont dit que tu étais vindicatif et que tout cela était un malentendu. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai parlé au pasteur Williams. Il m'a dit exactement dans quel état était Tommy quand ils l'ont trouvé, et il m'a montré la note que ta mère a écrite. Luc, ce qu'ils ont fait était monstrueux, et j'ai honte qu'ils soient ma famille. Le soutien de l'oncle David signifiait plus pour moi que je ne pouvais l'exprimer. Il avait toujours été l'adulte raisonnable de notre famille élargie, et sa validation m'a aidé à me sentir confiant que je prenais les bonnes décisions. Ils vont faire face aux conséquences de leurs actions, lui ai-je dit. Et Tommy va être protégé des gens qui pensent que les enfants sont des dommages collatéraux acceptables dans les conflits d'adultes. Alors que je me préparais à la bataille juridique à venir, j'ai réalisé que cette situation m'avait appris quelque chose d'important sur la famille. La vraie famille protège les enfants, soutient la croissance de chacun et respecte les limites. Ce que mes parents avaient offert n'était pas de l'amour familial, mais une manipulation conditionnelle déguisée en loyauté. Tommy méritait mieux, et j'allais m'assurer qu'il l'obtiendrait. 3 mois plus tard, j'étais assis dans la salle d'audience du juge Patricia Morale, regardant mes parents faire face à des accusations criminelles de mise en danger d'enfants et d'abandon. Les mois intermédiaires avaient été un tourbillon de procédures judiciaires, de séances de thérapie pour Tommy, et de reconstruction de notre sentiment de sécurité et de normalité. La salle d'audience était remplie de partisans de notre communauté. Madame Anderson était assise au premier rang à côté de Frank et Helen Morrison, nos voisins âgés qui étaient devenus comme des grands-parents de substitution pour Tommy. Marcus avait pris congé pour être là avec plusieurs autres collègues qui voulaient montrer leur soutien. Mes parents étaient assis à la table des accusés avec leur avocate, une femme à l'air vif nommée Karen Stevens, spécialisée dans la défense des affaires de crimes familiaux. Ils avaient visiblement vieilli au cours des 3 derniers mois, et ma mère n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil avec une expression que je ne pouvais pas lire. Jake était notablement absent. Il s'était distancé des procédures judiciaires après avoir appris que ses publications sur les réseaux sociaux niant l'abandon avaient été utilisées comme preuve de la tromperie coordonnée de la famille. La procureure de district Lisa Chen, la sœur de la détective Chen, poursuivait l'affaire. Elle avait construit une présentation complète incluant des preuves chronologiques, des témoignages et une évaluation psychologique du préjudice causé à Tommy. Votre honneur, cette affaire représente l'un des actes les plus calculés de mise en danger d'enfants que j'ai vu dans ma carrière, a commencé la procureure Chen. Les accusés ont utilisé leur petit-fils de 6 ans comme une arme dans un litige financier adulte, lui causant délibérément un traumatisme pour contraindre son père à obtempérer. Le dossier de l'accusation était dévastateur dans sa minutie. Les images de sécurité de l'école de Tommy montraient mes parents le récupérant à 18h15. L'air calme et déterminé plutôt qu'impulsif ou émotionnel. La surveillance de l'église les a capturés laissant Tommy seul à 23h avant de rentrer directement chez eux. La note que ma mère avait écrite a été versée comme preuve et la procureure Chen l'a lue à haute voix dans la salle d'audience. Luc doit apprendre sa place dans cette famille. Il a choisi l'argent plutôt que la famille, alors maintenant il peut voir ce que ça fait de perdre ce qui compte le plus. Ces mots, a continué la procureure Chen, révèlent la nature préméditée de ce crime. Les accusés prévoyaient de terroriser à la fois l'enfant et son père comme punition pour avoir refusé de se plier aux demandes financières. Le docteur Foster, la psychologue pour enfants de Tommy, a témoigné de l'impact psychologique de l'abandon. Tommy a vécu ce que nous appelons un stress traumatique aigu. Pendant des semaines après l'incident, il avait peur d'être séparé de son père, même pour des activités normales comme l'école. Il faisait des cauchemars d'être laissé seul et demandait à plusieurs reprises si ses grands-parents étaient des méchants. Le témoignage était déchirant à entendre, surtout en sachant que le traumatisme de Tommy était entièrement évitable et délibérément infligé par des personnes qui prétendaient l'aimer. Le pasteur Williams a témoigné avoir trouvé Tommy seul et effrayé, soulignant la nature dangereuse de la situation. L'enfant était insuffisamment vêtu pour le temps dans un endroit inconnu la nuit. Si notre gardien ne l'avait pas trouvé, il aurait pu rester là pendant des heures par des températures de 4 degrés. La stratégie de la défense était prévisiblement manipulatrice. Karen Stevens a dépeint mes parents comme des grands-parents aimants qui avaient commis une grave erreur de jugement lors d'une crise familiale. Elle a soutenu qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de faire du mal à Tommy et que l'abandon se voulait temporaire. Mes clients sont dévastés par les conséquences involontaires de leurs actions, a dit Stevens au jury. Ils essayaient d'aider leur fils adulte Jake pendant une crise financière et croyaient qu'une courte séparation aiderait Luc à comprendre l'importance du soutien familial. Stevens a essayé de me peindre comme vindicatif et concentré sur l'argent,
suggérant que j'utilisais le système judiciaire pour punir mes parents de soutenir Jake au lieu de moi, mais le contre-interrogatoire a exposé les failles de ce récit. Quand la procureure Chen a interrogé ma mère sur la note, Patricia a eu du mal à expliquer pourquoi un langage menaçant était nécessaire pour un malentendu temporaire. Madame Hamilton, vous avez écrit que le père de votre petit-fils devait apprendre sa place dans cette famille. Que entendiez-vous par là? Je voulais dire que Luc devait comprendre ses responsabilités envers sa famille. Et vous croyez qu'abandonner son enfant lui apprendrait ses responsabilités? Nous n'abandonnions pas Tommy. Nous donnions à Luc une leçon sur ce qui compte vraiment. En faisant délibérément vivre la peur et l'abandon à un enfant de 6 ans? Ma mère n'avait pas de bonne réponse à cette question, et ses tentatives de justifier l'injustifiable ne faisaient que la faire paraître pire. Le témoignage de mon père a été encore plus dommageable. Sous serment, Robert a admis qu'ils avaient planifié l'abandon pendant plusieurs jours. Recherchant l'emplacement de l'église et coordonnant leur histoire. Nous voulions que Luc ressente une véritable inquiétude pour qu'il comprenne combien le soutien familial est important, a témoigné Robert. Donc, vous avez prévu de causer une détresse psychologique à la fois à l'enfant et à son père. Nous avons prévu de faire réaliser à Luc que la famille passe en premier. L'aveu qu'ils avaient prévu de causer une détresse psychologique était exactement ce dont la procureure Chen avait besoin pour prouver l'intention et la préméditation. Mais le moment le plus choquant est venu lors de la suite du contre-interrogatoire de Patricia. Pressée sur leur chronologie et leurs intentions, ma mère a fait une confession qui a horrifié tout le monde dans la salle d'audience. Nous avions prévu de laisser Tommy seul pendant au moins 2 heures pour donner à Luc le temps de s'inquiéter vraiment et de comprendre les conséquences de son égoïsme, a-t-elle dit, ne réalisant apparemment pas à quel point cet aveu était dommageable. 2 heures par un temps de 4 degrés la nuit. Nous voulions que Luc appelle en suppliant le pardon avant de lui dire où était Tommy. Nous sommes rentrés chez nous et avons attendu qu'il nous contacte et admette qu'il avait tort. La procureure Chen avait l'air stupéfaite. Madame Hamilton, êtes-vous en train de dire que vous aviez prévu de laisser le père de votre petit-fils souffrir? Ne sachant pas où était son enfant pendant des heures? Nous avons éteint nos téléphones et sommes allés au lit. Nous allions laisser Luc s'inquiéter toute la nuit pour qu'il comprenne que la loyauté familiale a des conséquences. La salle d'audience était silencieuse comme une tombe alors que la cruauté totale de leur plan devenait claire. Ils n'avaient pas simplement abandonné Tommy impulsivement. Ils avaient prévu de nous laisser souffrir tous les deux pendant des heures, utilisant notre peur et notre panique comme torture psychologique. L'expression du juge moral était celle d'un dégoût à peine contrôlé alors qu'elle écoutait le témoignage de ma mère. Quand la défense a terminé, ces questions depuis le banc ont rendu ses sentiments clairs. Madame Hamilton, dans votre plan pour enseigner à votre fils la loyauté familiale, avez-vous considéré le bien-être de votre petit-fils de 6 ans à un moment donné? Tommy était en sécurité à l'église. Seule la nuit par des températures proches du gel dans un endroit inconnu pendant des heures? Ma mère n'avait pas de réponse qui ne la ferait pas paraître pire. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation, mise en danger d'enfants, abandon d'enfants et complot en vue de commettre les 2 crimes. Le juge Patricia Moral a pris une minute complète pour se composer avant de prononcer la sentence qui allait changer ma famille pour toujours. La salle d'audience était complètement silencieuse alors qu'elle regardait mes parents, son expression reflétant à la fois le devoir professionnel et l'indignation personnelle. Robert et Patricia Hamilton, en 20 ans sur le banc, j'ai vu de nombreux cas de dysfonctionnement familial et de mauvais jugement, mais ce que vous avez fait à votre petit-fils représente un niveau de cruauté calculé qui choque la conscience de ce tribunal. Le juge moral a fait une pause pour laisser ses mots s'imprégner avant de continuer. Vous avez utilisé un enfant de 6 ans comme une arme dans un litige financier adulte. Vous avez planifié son abandon, l'avez exécuté délibérément, et avez ensuite eu l'intention de le laisser souffrir, lui et son père, pendant des heures pendant que vous dormiez confortablement dans vos lits. Ma mère a essuyé des larmes de ses yeux, mais le juge moral n'avait pas fini. Les preuves montrent que vous avez recherché des lieux, coordonné vos histoires et documenté votre intention par écrit. Ce n'était pas un moment d'égarement. C'était de la maltraitance d'enfants préméditée déguisée en intervention familiale. Le juge a condamné mes parents à 6 mois de prison de comté avec possibilité de libération anticipée pour service communautaire, 5 ans de probation surveillée et une thérapie familiale obligatoire. Mais les conséquences financières étaient tout aussi importantes. 15 000 $ de dommages et intérêts pour couvrir mes frais juridiques et les coûts de thérapie continue de Tommy. Plus important encore pour la sécurité future de Tommy,
le juge moral a imposé une restriction permanente selon laquelle tout contact avec Tommy doit être supervisé par des moniteurs nommés par le tribunal après l'achèvement de leur peine. De plus, a continué le juge, j'ordonne aux deux accusés de suivre un programme d'éducation parentale axé sur le bien-être de l'enfant et les limites appropriées. Tant qu'ils ne démontreront pas une compréhension réelle du mal qu'ils ont causé, ils n'auront pas d'accès non surveillé à leur petit-fils. Mais le juge moral n'avait pas fini d'aborder les implications plus larges de l'affaire. Je veux que tout le monde dans cette salle d'audience comprenne quelque chose sur le bien-être des enfants et les relations familiales. Les enfants ne sont pas des pions à utiliser dans les conflits d'adultes. Ils ne sont pas un moyen de pression pour forcer le respect des demandes financières. Ce sont des êtres humains vulnérables qui méritent la protection des adultes dans leur vie. Elle a tourné son attention directement vers mes parents. Vos actions ont appris à votre petit-fils que l'amour est conditionnel, que les relations familiales sont des armes, et que sa sécurité dépend de la conformité de son père à vos demandes. Ces leçons nécessiteront des années de thérapie pour être effacées. Les mots du juge sur l'impact à long terme sur Tommy m'ont mis les larmes aux yeux. Elle comprenait non seulement le traumatisme immédiat, mais aussi les dommages continus que mes parents avaient infligés à un enfant qui leur faisait entièrement confiance. Le tribunal note également que les accusés n'ont montré aucun remords sincère pour leurs actions. Tout au long de cette procédure, ils se sont concentrés sur la justification de leur comportement plutôt que de reconnaître le mal fait à un enfant innocent. Cette observation était douloureusement exacte. Mes parents avaient passé 3 mois à se présenter comme des victimes de ma vindicte plutôt que d'accepter la responsabilité de leur choix. Alors que la séance était levée, j'ai ressenti un mélange complexe de soulagement, de tristesse et de justification. La justice avait été rendue, mais le coup avait été la destruction permanente de la relation de Tommy avec ses grands-parents. À l'extérieur du tribunal, nos partisans de la communauté nous ont entourés, Tommy et moi, d'étreintes et de félicitations. Madame Anderson s'est agenouillée à la hauteur des yeux de Tommy et a dit « Tu es un garçon si courageux, et ton papa t'aime tellement. » Tommy, maintenant âgé de 7 ans et beaucoup plus mature après des mois de thérapie, m'a regardé avec des yeux sérieux. « Est-ce que grand-mère et grand-père vont en prison parce qu'ils m'ont laissé à l'église ? » « Oui, mon grand. Ils vont en prison parce qu'ils ont fait un très mauvais choix qui t'a blessé. » Parfois, quand les adultes font de très mauvais choix, il y a des conséquences pour les aider à mieux apprendre. Frank Morrison, notre voisin âgé qui était devenu la figure de grand-père choisi par Tommy, a mis sa main sur mon épaule. « Tu as fait la bonne chose, fils. Protéger ce garçon était la chose la plus importante, et tu n'as jamais vacillé. » Les conséquences pour la famille élargie étaient mitigées, mais finalement positives. L'oncle David et la tante Carole avaient maintenu leur soutien tout au long des procédures judiciaires et avaient clairement indiqué que Tommy et moi serions toujours les bienvenus chez eux. Plusieurs autres parents qui avaient initialement cru la version des événements de mes parents s'étaient excusés discrètement et avaient demandé à reconstruire des relations avec nous. Jake, cependant, avait complètement disparu après le procès. Il avait déménagé du sous-sol de mes parents et coupé le contact avec toute la famille plutôt que d'affronter la réalité de son rôle dans la situation. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans la construction dans un autre état et n'avait fait aucune tentative pour s'excuser ou assumer la responsabilité de sa part dans la crise. Avec les procédures judiciaires derrière nous et l'argent que j'avais économisé pour le fonds universitaire de Tommy toujours intact, j'ai finalement pu poursuivre le rêve qui avait déclenché tout ce conflit. Acheter notre première maison. J'ai trouvé une belle maison de 3 chambres dans un quartier familial avec d'excellentes écoles et une grande cour arrière, parfaite pour un garçon en pleine croissance. La maison avait une balançoire en bois laissée par les propriétaires précédents et des arbres matures qui fourniraient de l'ombre pour des années de jeu en plein air. Le jour du déménagement a été émouvant pour nous deux. Tommy courait à travers les pièces vides, sa voix résonnant alors qu'il déclarait quelle pièce serait sa chambre et où nous devrions installer sa table de train. « Papa, c'est vraiment notre maison. On n'a pas besoin de déménager encore. C'est vraiment notre maison, Tommy. Elle nous appartient et personne ne peut nous faire partir. » La stabilité et la permanence de la propriété semblaient symboliques de la nouvelle vie que nous construisions. Nous n'étions plus définis par le dysfonctionnement ou la manipulation des autres. Nous avions notre propre espace, nos propres règles, et notre propre famille choisie de personnes qui se souciaient sincèrement de notre bien-être. Les séances de thérapie de Tommy avec le docteur Foster l'avaient aidé à traiter l'abandon et à développer une compréhension saine des relations familiales. Il ne demandait plus si ses grands-parents étaient des méchants, ayant appris que les gens peuvent faire de mauvaises choses tout en restant des êtres humains qui ont besoin d'aide. Le docteur Foster dit que grand-mère et grand-père étaient malades dans leurs sentiments et c'est pourquoi ils ont fait de mauvais choix,
m'a expliqué Tommy un soir alors que nous plantions des fleurs dans notre nouveau jardin. Elle dit qu'ils doivent aller mieux avant de pouvoir être sûrs pour les enfants à nouveau. La sagesse et la résilience qu'il avait développées à travers cette épreuve m'étonnaient quotidiennement. Tommy avait appris des leçons sur les limites, les relations saines et l'autoprotection qui lui serviraient bien tout au long de sa vie. Notre nouveau quartier nous a embrassés immédiatement. Frank et Helen Morrison nous avaient donné les coordonnées de leurs amis, les Johnson, qui vivaient 3 maisons plus bas et avaient des petits-enfants de l'âge de Tommy. Madame Johnson, une enseignante à la retraite nommée Betty, est rapidement devenue une autre figure de grand-mère de substitution, invitant Tommy pour des biscuits l'après-midi et de l'aide aux devoirs. La famille Ramirez d'Accent Grave Côté avait 2 enfants légèrement plus âgés que Tommy et leur cour arrière se connectait à la nôtre par un trou dans la clôture. En quelques semaines, Tommy faisait partie d'un groupe d'amis du quartier qui comprenait des enfants de plusieurs familles qui veillaient les uns sur les autres. Au travail, mes collègues avaient été constamment solidaires tout au long des procédures judiciaires. Ma superviseure, Janet Walsh, avait maintenu mon emploi du temps flexible pour s'adapter aux rendez-vous de thérapie et aux dates d'audience, et plusieurs collègues avaient contribué à un fonds cadeau qui a aidé à couvrir une partie de nos frais de déménagement. « Luc, ce que tu as fait a demandé un courage incroyable », m'a dit Marcus alors que nous peignions la nouvelle chambre de Tommy un samedi après-midi. Beaucoup de gens auraient cédé à la pression plutôt que de résister à la manipulation familiale. J'ai appris que protéger Tommy doit passer avant de garder la paix avec des gens qui ne respectent pas les limites, ai-je répondu. Même si ces gens sont mes parents. 6 mois après avoir emménagé dans notre nouvelle maison, j'ai reçu une lettre de mes parents. Elle avait été transmise par leur avocat car il leur était interdit de me contacter directement pendant leur période de probation. La lettre était tout ce que j'avais attendu et rien de ce que j'avais espéré. Au lieu de reconnaître le mal qu'ils avaient fait à Tommy, elle se concentrait sur leur souffrance en prison et leur conviction que j'avais réagi de manière excessive à leur tentative d'enseigner des valeurs familiales. Luc, nous espérons que tu pourras trouver dans ton cœur de nous pardonner pour le malentendu qui a conduit à cette situation malheureuse. Nous n'avons jamais voulu faire de mal à Tommy, et nous croyons qu'une thérapie familiale pourrait nous aider tous à dépasser cette période difficile. Il n'y avait pas de responsabilité réelle, pas de reconnaissance de la nature préméditée de leurs crimes, et aucune compréhension de pourquoi leurs actions étaient impardonnables. Ils dépeignaient toujours l'abandon comme un malentendu plutôt que l'abus psychologique calculé qu'il avait été. Après avoir discuté de la lettre avec le docteur Foster et mon avocat, j'ai rédigé une réponse qui fixait des limites claires pour toute relation future. Robert et Patricia, j'ai reçu votre lettre, mais je ne peux pas envisager de réconciliation tant que vous ne démontrerez pas une compréhension réelle du mal que vous avez causé à Tommy et une responsabilité complète de vos actions. Utiliser un enfant comme moyen de pression dans un conflit d'adultes n'est jamais acceptable, quelles que soient les circonstances ou les intentions. Si vous terminez votre thérapie ordonnée par le tribunal et pouvez montrer une réelle compréhension de pourquoi vos choix étaient nuisibles, nous pourrions envisager des visites supervisées à l'avenir. Mais la sécurité émotionnelle de Tommy sera toujours ma première priorité, et je ne l'exposerai pas à des gens qui voient les enfants comme des dommages collatéraux acceptables dans les disputes familiales. Je n'ai jamais reçu de réponse à cette lettre, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur leur volonté de changer. 1 an après le procès, Tommy et moi avions construit une vie riche et pleine, entourée de personnes qui se souciaient sincèrement de notre bien-être. Notre famille choisie comprenait les Morrison, les Johnson, Madame Anderson, Marcus et sa famille, et plusieurs autres voisins et amis qui étaient devenus des parties intégrantes de notre vie quotidienne. Tommy appelait Frank Morrison grand-père Frank et Helen grand-mère Helen. Des relations qui s'étaient développées naturellement sur la base d'une affection mutuelle et du respect plutôt que d'une obligation biologique. Ses grands-parents de substitution se présentaient aux pièces de théâtre de l'école, aux fêtes d'anniversaire et aux matchs de football, offrant à Tommy les relations intergénérationnelles dont il avait besoin sans la toxicité qu'il avait vécue avec ses grands-parents biologiques. La leçon la plus importante que j'ai apprise de cette expérience est que la famille est définie par le comportement, pas la biologie. Les vrais membres de la famille se protègent mutuellement, respectent les limites et priorisent le bien-être des enfants sur les conflits d'adultes. Les gens qui utilisent l'amour comme une arme ou les enfants comme moyen de pression n'agissent pas comme une famille, quelle que soit leur relation génétique. Tommy a appris ces leçons aussi, de manières adaptées à son âge qui l'ont aidé à comprendre les dynamiques relationnelles saines. Il savait que les gens qu'il aimait vraiment ne lui causeraient jamais délibérément peur ou ne l'utiliseraient jamais pour blesser quelqu'un d'autre. Il a compris que dire non à des demandes déraisonnables n'était pas égoïste, mais nécessaire pour maintenir le respect de soi et la sécurité. Alors que je bordais Tommy au lit le jour du premier anniversaire de notre nouvelle maison,
il m'a posé une question qui montrait à quel point il avait grandi et guéri. Papa, penses-tu que grand-mère et grand-père iront un jour assez bien pour être sûrs pour les enfants? Je l'espère, mon grand. Mais même s'ils le font, cela prendra beaucoup de temps, et ils devront prouver qu'ils comprennent comment traiter les enfants avec respect et gentillesse. C'est pas grave. J'ai grand-père Franck et grand-mère Hélène maintenant, et ils ne me laisseraient jamais seul nulle part où ça fait peur. Sa déclaration simple capturait le cœur de ce que nous avions accompli. Tommy avait appris à distinguer les gens sur de ceux qui ne l'étaient pas. Indépendamment de leur titre ou de leur prétention d'amour, il avait expérimenté à quoi ressemblaient des relations familiales saines et porterait ses modèles avec lui tout au long de sa vie. Le coût financier de la bataille juridique avait été important. Mais il pâlissait en comparaison des bénéfices émotionnels et psychologiques de l'établissement de limites claires et de la protection de Tommy contre toute manipulation future. Les 15 000 $ que mes parents avaient été condamnés à payer couvraient la plupart de nos frais juridiques et de thérapie, et l'exigence de visites supervisées permanentes nous donnait une protection légale contre les incidents futurs. Plus important encore, Tommy avait appris que son père se battrait pour lui, le protégerait et prioriserait son bien-être au-dessus de toutes autres considérations, y compris la paix familiale et les attentes sociales. Cette leçon lui servirait bien en grandissant et en affrontant ses propres défis relationnels. En réfléchissant au voyage depuis cet appel téléphonique choquant du pasteur Williams jusqu'à notre vie paisible actuelle dans notre propre maison, j'ai réalisé que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour votre enfant est de dire non aux gens qui prétendent les aimer mais démontrent le contraire par leurs actions. La loyauté familiale ne consiste pas à permettre le dysfonctionnement ou à accepter les abus au nom du maintien de la paix. La vraie loyauté familiale signifie protéger les membres les plus vulnérables de ceux qui les utiliseraient comme des armes. Même lorsque ces personnes partagent votre ADN et prétendent agir par amour. Avez-vous déjà eu à prendre des décisions difficiles pour protéger quelqu'un que vous aimez de membres de la famille qui prétendent se soucier mais agissent de manière nuisible? Le voyage pour fixer des limites avec des membres toxiques de la famille n'est jamais facile. Mais il est parfois nécessaire pour créer un espace où l'amour véritable et les relations saines peuvent s'épanouir. Je tiens à remercier tous ceux qui ont écouté cette histoire et nous ont soutenus, Tommy et moi, par vos commentaires et votre engagement. Vos réponses me rappellent qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent la différence entre l'amour réel et le comportement manipulateur déguisé en loyauté familiale. Si cette histoire a résonné en vous, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de la vie réelle sur la façon de surmonter les défis familiaux et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que la protection des enfants passe toujours en premier, même lorsque la menace vient de l'intérieur de la famille. Rappelez-vous que choisir des limites saines plutôt qu'une paix toxique n'est pas égoïste mais nécessaire pour créer le genre d'environnement familial où les enfants peuvent se sentir vraiment en sécurité et aimés. Merci de faire partie de notre communauté et je vous souhaite, à vous et à votre famille, des relations basées sur le respect véritable, la protection et l'amour inconditionnel.